Alors, Edmond Kamgia, je suis vétiwa, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je prépare une thèse à l'ESTIC sur la question du management des médias et spécialement sur la précarité. Et parmi les médias que j'étudie, il y a la Nouvelle Expression. Et à la Nouvelle Expression, nous vous sollicitons parce que vous avez été au départ du lancement du projet et puis vous avez été témoin de l'histoire pendant les années de Braise. Et donc on va essayer de s'appesantir d'abord sur votre profil en tant que vieux journaliste et puis comment la presse a évolué pendant les années dites de Braise. Vous êtes d'ailleurs un auteur, vous avez écrit un ouvrage intitulé Journalisme de carton rouge. Vous allez un peu nous expliquer, mais en entracte, est-ce qu'on peut avoir un peu le profil de Edmond Kamgia? Oui, je suis effectivement journaliste. Journaliste principal, diplômé de l'ESTIC, la division 3, l'ancienne division 3. C'était une filière scientifique spécialisée en sciences de l'environnement et de la santé. C'était ma promotion. Je suis également... En fait, je vais dire que j'ai d'autres casquettes. Je suis également diplomate, j'ai fait l'IRIC, j'ai fait la faculté de droit, j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait des études de théologie, j'ai fait beaucoup d'autres études, j'ai beaucoup de casquettes. Mais celle que j'ai choisie pour exercer de manière effective, c'est le journalisme. Parce que c'est un métier de vocation. Je l'ai aimé. Et mes premiers écrits ont paru en 1987. 1987, après la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort, assassiné à Ouagadougou le 15 octobre 1987. Mes premiers écrits paraissent à Week-end Tribune, qui était un journal du groupe Sopecam. Mais j'avoue, j'étais journaliste, j'étais étudiant. Mon statut, c'était étudiant. J'étais étudiant en première année de 3 à l'ancienne université Yaoundé. Donc mes premiers écrits paraissent quand je suis étudiant au cycle de licence en droit. Et je me forme sur le tas, ça il faut le savoir. Je me forme sur le tas d'abord et c'est plus tard que je vais à l'ESTIC, dans le cadre de la spécialisation, avec des promotionnaires comme les Haman Mana, Angèle Lumbazoa, Michel Sibenou, beaucoup d'autres journalistes, dont Nyon Moses, c'est mes camarades, quand je suis arrivé en spécialisation à l'ESTIC. Mais d'abord, j'ai commencé sur le tas, ça il faut le dire. Et j'écrivais comme étudiant d'abord, au cycle de licence en droit, et j'écrivais dans plusieurs, c'est-à-dire j'envoyais, comment on peut le dire ainsi, c'est-à-dire que je faisais des papiers comme étudiant, j'envoyais ça dans plusieurs journaux, Week-end Tribune, Cameroun Tribune, Le Messager, Le Combattant, qui étaient publiés systématiquement. Pendant ce temps, je me formais, et pour apprendre les bribes du métier, les canons du métier. Et je fais partie de la toute première équipe rédactionnelle de la Nouvelle Expression. Plus tard, j'ai eu en février 1991. La Nouvelle Expression naît en février 1991. Au lendemain, historiquement, de l'affaire Monganjawe, qui a lieu en janvier 1991. C'est là où je fais la connaissance de Séverin Tchonke dans le cadre du procès Monganjawe, qui a lieu à Douala, au tribunal, suite à la lettre de Célestin Monga, qui était employé à la BISEC à l'époque, mais qui faisait des chroniques au Messager, et qui, dans une célèbre réflexion, parue au Messager en décembre 1990, tire à boulet rouge sur les députés de l'Assemblée nationale. Et il y a eu une affaire qui s'appelle Monganjawe, où on l'accuse d'avoir insulté le président Paul Biya et les corps constitués.
Donc la nouvelle expression naît en fait avec un petit noyau rédactionnel d'un petit groupe. De ce petit groupe, je suis le seul encore présent avec Séverin Tchonke. De ce petit groupe. La démocratie. L'article de Célestin Monga était intitulé La démocratie truquée, paru en décembre 1990 au Messager. Et c'est un grand moment fort dans l'histoire de la presse écrite camerounaise. Il y avait près de 300 avocats qui sont volontairement constitués pour défendre Célestin Monga et Pius Ndiaye. À cette époque-là, la nouvelle expression n'existait pas quand il y a eu ce procès, qui était en janvier 91. Nous naissons un mois après, en février. Alors, ça veut dire que la nouvelle expression est née pour entrer dans un combat. Oui. Et vous l'avez dit et je l'affirme. Dans le livre, dans votre livre. Oui. Alors, vous dites dans ce livre, en fait, vous décrivez les circonstances de naissance de la nouvelle expression. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que dans votre livre, vous avez intitulé cette partie ainsi naquit la nouvelle expression. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, avec volontiers, parce que c'était un moment très intéressant. C'était très jeune à ce moment-là. Et nous étions presque tous jeunes, hein. Même Séverin Tchonke était jeune. En réalité, Tchonke était de passage au Cameroun. Il était étudiant en France. Il était venu passer des vacances au Cameroun. L'affaire Monga Ndiaye l'a trouvé ici. Normalement, en janvier 91, lui était l'existence de l'affaire Monga Ndiaye, il serait rentré en France parce qu'il était étudiant en France. Il est resté pour suivre cette affaire et il s'est dit, je ne peux pas rester, je ne peux pas retourner en France pour suivre mes études alors qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun. Donc il reste au pays et puis il prend des contacts avec, il se renseigne auprès de certains aînés. Et il s'est dit, peut-être que voici venu le moment pour moi d'accompagner le travail que font des aînés dans le métier. Ça, c'est Séverin Tchonke. Et il respectait, il avait beaucoup de respect, je dois le dire, pour Pius Ndiaye, qui était la locomotive de la presse indépendante, de la presse privée au Cameroun. Il y avait, après lui, Benjamin Zébazé, qui avait un journal qui s'appelait Challenge Hebdo. Il s'est dit, il aimerait créer un journal qui poursuit dans le même sens que ces deux autres journaux en travaillant pour les libertés et la démocratie au Cameroun. C'est ainsi qu'il essaie de réunir une certaine équipe. Il prend contact avec plusieurs personnes, dont quelqu'un qui est venu me voir, qui lisait mes articles, qui paraissait déjà... J'étais étudiant, quand j'étais étudiant. Mais je dois dire, à ce moment-là, précisément, en février 91, je ne suis plus étudiant. J'ai obtenu ma licence en droit public, option droit public à l'université de Yaoundé. J'ai obtenu ma licence en juin 90. Mais j'exerce le métier de journaliste sur le tas. J'écris des articles de manière bénévole d'abord, comme des correspondances particulières. Mais après, beaucoup de ces journaux commencent à me demander de faire des articles comme pigiste. Donc j'ai également eu le statut de pigiste. Au moment où Tchonke me rencontre, je suis pigiste dans plusieurs journaux, dont j'écrivais déjà entre 87 et 91. J'avais des articles combattants. J'envoyais même des papiers à Challenge Hebdo. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le type de journalisme qui se pratiquait à cette époque-là? Parce que vous dites très bien, et c'est ça là, votre théorie de journalisme de carton rouge. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce concept, expliquer en quoi ça affectait le traitement de l'information? Parce que vous dites dans le livre que la presse privée, notamment la Sainte Trinité, menait un combat. Est-ce que quand on mène un combat, on pratique encore du journalisme? Est-ce que ce n'étaient pas des journaux politiquement engagés qui défendaient une certaine idéologie? Oui, tu sais, nous étions dans un contexte précis pendant les années de Blaise. La classe politique comme la société civile se battait pour les libertés, pour plus de liberté et pour la démocratie au Cameroun. Et la presse écrite était avec Pius Ndiaye
Le Messager et Challenge Hebdo Benjamin Zébazé, les journaux qui étaient très critiques vis-à-vis du pouvoir, qui acculaient le pouvoir pour l'amener à accélérer les réformes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand Paul Biya accède au pouvoir, le 6 novembre 1982, il voudrait que le Cameroun soit un pays de liberté, un pays de rigueur et de moralisation. Et ces deux journaux-là se battaient pour que Paul Biya respecte ce qu'il a dit. Rigueur, moralisation, respect des libertés. Ce d'autant qu'un an après sa prise de pouvoir, il demande à tous les nationalistes ou les UPCistes en particulier, vous pouvez revenir au Cameroun. On n'a plus besoin d'exprimer, d'être au maquis pour exprimer ses opinions. Et beaucoup reviennent. Malheureusement, les premiers qui reviennent sont arrêtés. Ils sont à l'aéroport, sont jetés en prison. Et ça décourage un certain nombre qui ne reviendront massivement qu'après les lois du 19 décembre 1990 sur les libertés. Beaucoup ne sont revenus qu'après. Parce que ceux qui sont revenus entre 82 et 90 ont été tous arrêtés. Ils étaient en prison. La majorité, c'est des UPCistes. Donc, d'autres sont revenus après les différentes lois, parmi lesquelles la loi sur la liberté de communication sociale du 19 décembre 1990, la loi qui abolit la subversion, avec une ordonnance de 62 sur la subversion. Quand 3 ou 4 personnes se regroupaient, ils étaient soupçonnés de discuter politique, on les arrêtait, on les jetait en prison. La loi a été abolie. L'ordonnance de 62 a été abolie par une loi du 19 décembre 1990. Il y a la loi qui a permis de libéraliser la presse. Je l'ai cité tout à l'heure, la loi sur la liberté de communication sociale. Et il y a eu une loi qui a permis le retour au multipartisme. Parce qu'il faut le dire, il y a eu un intermède entre 66 et 90. Il n'y avait pas de pluralisme politique au Cameroun. Il y avait le pluralisme avant l'indépendance, qui a disparu le 1er septembre 66, lorsque Ahidjo a décidé de fusionner un certain nombre de partis politiques pour qu'il n'y ait que l'UNC. Et on assiste au retour des partis politiques seulement après la loi sur les partis politiques du 19 décembre 1990, qui est matérialisée par un certain nombre. Il fallait déposer des dossiers de légalisation ou de relégalisation, par exemple pour l'UPC, qui date du 10 avril 1948, mais ils ont déposé de nouveaux dossiers et ont été légalisés en 1991, comme le SIF, l'UDC, la DIC, la démocratie intégrale du Cameroun, de quelqu'un que j'aimais bien, qui est déjà décédé, Gustave Essaka. Le parti des triumvirs, dont le leadership était un triumvir, lui et 2 autres personnes. Ouais. Donc, avec la relégalisation des formations politiques, nous assistons au retour du multipartisme au Cameroun, et la presse joue un rôle très important dans l'accompagnement des mouvements de la classe politique et de la société civile pour plus de liberté, pour le renforcement de la démocratie. Maintenant, je dois dire, en ce qui concerne précisément le rôle de la presse écrite, parce que je dois le dire, à l'époque, l'audiovisuel était essentiellement les médias publics. Les médias publics. L'audiovisuel, c'était essentiellement les médias publics. Il y avait le Poste National, la Radio Cameroun, il y avait Cameroun Tribune, né en 1974, qui était le seul organe de presse écrite de l'État. Il y avait la télévision, qui est née à la faveur de la création, je puis dire, la naissance du RDPC le 24 mars 1985 à Bamenda. La CRTV est née. Donc, mais il n'y avait qu'une seule télévision, jusque-là. Donc, le rôle que nous avons joué, c'était de critiquer l'action gouvernementale, mais également d'accompagner le gouvernement dans son rôle annoncé de vouloir démocratiser. Paul Biya disait qu'il veut démocratiser, parce qu'il y avait la démocratisation, la libéralisation. Il annonçait l'intégration nationale après l'unité nationale dont parlait Ahidjo.
On s'est dit, on va l'accompagner pour que le pays soit démocratisé. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas effectif. D'où le combat qu'on a mené. Je parle de combat. Nous avions un journalisme militant. Mais je précise que c'était le journalisme. Journalisme militant pour les libertés et la démocratie. Ce n'était pas en opposition avec les canons du journalisme. Parce que, au fond, nous faisions des enquêtes, des reportages sur le terrain. On rendait compte des événements politiques, sociopolitiques qu'on vivait. Je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer qu'on ne faisait pas du journalisme. On fait du journalisme, mais un journalisme militant pour la démocratie et pour plus de liberté. Et votre concept de journalisme carton rouge, parce que quand on donne un carton rouge, ça signifie qu'on pénalise. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, puisque vous dites que vous faisiez du journalisme militant? Oui. Mais le titre de votre livre, c'est journalisme de carton rouge. Ouais. Ça signifie que vous reprochez quelque chose à la pratique du journalisme à cette époque-là? Nous ne reprochons pas quelque chose à la pratique du journalisme. Nous reprochons quelque chose à l'action gouvernementale, au gouvernement, qui ne respectait pas ce qu'il avait annoncé. Le carton rouge, c'était carton rouge à Paul Biya. À Paul Biya, ok. Carton rouge à Paul Biya. Ok. Parce qu'il ne fait pas avancer le pays dans le sens des libertés et démocratie qu'il a promis. Okay. Donc c'est à lui qu'était adressé le carton rouge. C'était un tout petit carton rouge comme ça qui coûtait 100 francs. Qui a été fabriqué par des acteurs politiques à l'époque. C'était symbolique. C'était un symbole utilisé par des partis politiques pour dire nous te donnons un carton rouge parce que tu as menti, tu ne dis pas ce que tu as promis. Et nous, dans la presse privée, on faisait les reportages des meetings des partis politiques, des associations de la société civile qui jouaient un rôle fondamental auprès des partis politiques. Un rôle tellement important que le gouvernement, que le régime de M. Paul Biya a estimé que il n'était plus bon de laisser les associations fonctionner librement. Paul Biya, à travers son ministre de l'administration territoriale qui s'appelait Gilbert Anzetsungi, le 13 juillet 1991, a suspendu 6 associations, parmi lesquelles Cap Liberté. Cap Liberté qui était dirigé par un acteur de la société civile bien connu de la place, qui par la suite a même créé un parti politique lorsqu'il y a eu les élections en 92. Dominique Ndjekam Tchameni était le leader de Cap Liberté. Et il y a eu d'autres associations qui ont été suspendues, qui militaient dans le même sens, pour plus de liberté politique, pour plus de liberté économique. Il y a eu l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, dirigée par Maître Charles Tchungang, qui a été également suspendu à cette époque. Parce que ce sont des associations qui assistaient aux réunions de la coordination de l'opposition et des associations. Parce que quand les partis politiques se réunissaient, ils s'acceptaient que les leaders des associations qui jouaient un rôle de conseil auprès d'eux participent. Donc le gouvernement a estimé que ces associations-là sont même plus dangereuses que les partis politiques. De cette époque, ils les ont suspendus. Et à cette époque-là, Edmond Kambia, quelles étaient les conditions de travail, spécialement à la Nouvelle Expression? Est-ce qu'il y avait la question de la précarité de l'emploi, précarité des salaires qui se pose aujourd'hui? Je vais vous surprendre en vous disant que la question de la précarité de l'emploi ou des salaires ne nous préoccupait pas. Nous étions tous focalisés par la nécessité pour le pays de se libéraliser, d'être un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits et libertés. Je dois avouer qu'au début, on n'avait pas de gros salaires. Quand on a créé la Nouvelle Expression, les salaires n'étaient pas aussi importants que des années plus tard. On acceptait
c'est que le patron nous avait promis, on discutait, chaque employé discutait avec son patron, et puis il lui disait ce qu'il peut lui donner par rapport à son expérience professionnelle pour ceux qui en avaient, par rapport à son profil académique pour ceux qui en avaient. Et je dois avouer que pour l'essentiel, nous étions tous des universitaires. Donc on avait un minimum qui nous permettait de travailler et d'assumer nos fonctions. Mais on n'était pas focalisé sur les salaires. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de jouer un rôle important pour le changement, pour que le pays change, devienne un pays libre, un pays démocratique et tout. Oui. Donc on a commencé à penser véritablement salaire, sincèrement, après l'élection présidentielle de 92, lorsqu'il fallait vraiment stabiliser l'entreprise pour que l'organe de presse, parce qu'au début, on est un organe de presse quand on est créé en 91. C'est après 92 qu'on pense à une entreprise de presse qui doit rester, qui doit demeurer, et qui ne doit pas être comme certains journaux dirigés par d'autres patrons de presse, entre guillemets, qui ont le journal dans la mallette, ouais, que nous on a qualifié à l'époque les journaux de Eton pour ceux qui sont à Yaoundé et les journaux de la rue Mermoz pour ceux qui sont à Douala. C'est-à-dire c'était des journaux qui n'ont pas de siège. Mais nous à la rue on avait un siège à la rue Prince des Galles. C'est beaucoup plus tard qu'on a déménagé pour venir à la rue Jameau. Ouais, beaucoup plus tard, notamment en 2011. Et à quel moment on commence à étendre, c'est-à-dire à diversifier les produits de cette entreprise-là? Oui. Notamment le projet de la radio, le projet de la télévision, le projet de l'imprimerie, parce qu'il me semble que ce groupe a eu une imprimerie à un moment donné et qui s'est fait. À quel moment on prend la décision de diversifier les produits de l'entreprise? À vrai dire, celui qui peut vous répondre avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de clarté, et sur cette question, c'est le directeur de publication, Séverin Tchouke. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les années de Braise en 91, j'ai été son assistant, parallèlement avec mes fonctions de rédacteur en chef. Parce que c'est moi qui suis allé à Yaoundé lorsque le journal a été suspendu en 91. Parce que plusieurs journaux ont été suspendus. On a été suspendus plusieurs fois en 91, en 95 et je ne sais pas, d'autres années plus tard. Mais en 91, c'est moi, en tant que rédacteur en chef, assistant du directeur de publication, qui décide d'aller à Yaoundé, au MINAT, Ministère de l'administration territoriale, qui rencontre Éric Essoussé, qui était à l'époque directeur adjoint des affaires politiques, qui s'occupait des médias, pour obtenir la levée de la suspension de la nouvelle expression. Parce qu'on a été suspendu la première fois, cette année, la création, en 1991. Et j'ai obtenu la levée de la suspension au mois d'octobre 1991. Il y avait plusieurs journaux qui avaient été suspendus, parmi lesquels la nouvelle expression, le Messager et d'autres titres. J'étais allé récupérer le document de levée de suspension de la nouvelle expression. Et cette levée de suspension correspond à une doléance qu'avaient faite les acteurs politiques de l'opposition, notamment ceux qui étaient allés à la rencontre tripartite. Ils avaient demandé, une des conditions de l'opposition à la rencontre tripartite, c'est que les journaux suspendus, qu'on lève leur suspension. C'est comme ça qu'on avait levé notre suspension. Vous voyez un peu le rôle, une certaine symphonie qu'il y avait entre la presse militante, les journaux de Douala, les journaux qui luttaient pour les libertés et la démocratie, les partis politiques de l'opposition. À telle enseigne que des pontes du régime ont décidé d'appeler certains journaux de Douala journaux de la Sainte Trinité. Et l'histoire, c'est l'expression journaux de la Sainte Trinité vient de Pham Ndongo, professeur Pham Ndongo. Il se rend compte qu'il y a 3 journaux basés à Douala qui jouent un rôle très important dans la critique du gouvernement, qui parfois fait reculer le gouvernement sur certaines décisions. Ces 3 journaux sont Le Messager, Challenge Hebdo et La Nouvelle Expression. Je les cite par ordre chronologique d'existence.
Le Messager, Challenge Hebdo et La Nouvelle Expression. C'est lui qui nous a appelés journaux de la Sainte Trinité. Et je dois également dire, et ça c'est un petit rappel, peut-être une anecdote, que Fam Nongo, lui, il écrivait dans les journaux, hein, mais il ne signait pas de son nom. Il avait un pseudonyme dans le journal Le Patriote. Au Subita d'Assortol. Et Bolo. C'est comme ça qu'il signait ce papier. Nous, on le sait parce qu'on avait vérifié que chaque fois que c'était signé ainsi, c'était lui. Nous-mêmes, dans nos journaux, on signait de nos propres noms, mais il y avait certains articles qu'on décidait de signer par nos noms de guerre. Je ne veux pas les donner, chacun avait son nom de guerre qu'il utilisait lorsqu'il y avait des articles très violents contre le régime. Ouais. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous avons évolué. Nous avons effectué ce travail qui a beaucoup payé. Hein. Ça, je peux le dire. On a eu des résultats. Parce que quand la loi de 19 décembre 1990 est sortie, il existait ce qu'on appelle la censure. Il y avait la censure a priori et la censure a posteriori. La censure a priori, ça veut dire qu'on déposait les moras au cabinet de la province. Le directeur du cabinet du gouverneur, on déposait les moras. Il censurait ce qu'il veut. Quand on critiquait le gouvernement, il censure, il dit que cette page ne doit pas sortir, cet article ne va pas sortir. Et certains journaux de La Nouvelle Expression, Messager et Challenge Hebdo sortaient avec des pages noires. Ou alors des pages avec des articles, mais biffés. C'est parce que la censure avait frappé ces journaux. On a marché, comme aujourd'hui le MRC marche. On a marché, on nous a arrêtés, on nous a fouettés, on nous a violentés. On nous a gardés à la Légion de gendarmerie, dans les commissariats. Mais on a lutté pour obtenir plus de liberté. On a obtenu l'abolition de la censure. Je dois d'abord, avant d'arriver à la loi sur l'abolition qui a aboli la censure, dire que la censure a posteriori consistait à ce qu'on était libre d'imprimer les journaux, mais si on imprime le journal après, sans passer par la censure a posteriori, on avait un gros risque qu'on avait pris. C'est-à-dire que le journal sort, quand ils lisent les journaux, ils se rendent compte qu'il y avait des articles qui méritaient d'être censurés a priori. Ils saisissaient tous les journaux, tout. Ils arrachaient tous nos journaux dans les kiosques, ils gardaient. Et ça nous faisait des gros problèmes sur le plan économique. Les journaux ne pouvaient plus se vendre. Ils avaient gardé nos journaux. Donc on a décidé de marcher parmi les mesures qu'on a prises. On a fait même journaux morts, des opérations journaux morts, c'est-à-dire on ne paraît pas. Pour dire non, pour manifester notre mécontentement par rapport à la censure. Mais on a marché plusieurs fois, parmi lesquelles la marche du 3 septembre 1991, au cours de laquelle on a été arrêtés. Bonne vingtaine de journalistes ont été arrêtés avec des vendeurs de journaux. On nous a arrêtés. Et celui qui nous arrête, c'est l'actuel général qui est au quartier général. Le chef d'état-major de l'armée actuelle, le général Meka. À l'époque, il était colonel. Il est descendu précisément à Douala pour casser l'opposition, pour casser les médias, pour casser les journalistes. La casse. Ils avaient utilisé cette expression pour nous casser parce qu'ils se rendaient compte que Douala était devenue une ville frondeuse, difficile. Pourtant, à un moment donné, on a même eu le commandement opérationnel. Mais ça, c'est plus tard. Il y avait, à cette époque, un général qu'on appelle le général Yumba, pendant les années de Braise. Très civilisé, un homme très civilisé, qui avait dit aux médias, qui avait dit aux hommes politiques de l'opposition, vous êtes libre de marcher, à condition que vous ne cassez pas. Et je peux vous assurer que l'opposition n'a pas cassé. Pendant les années de Braise, on n'avait pas cassé. Les gars marchaient, ils ne cassaient pas. Et tout se passait bien. Mais Yaoundé apparemment n'était pas content de voir l'opposition manifester librement. Ils ont envoyé, n'est-ce pas, le colonel Meka, à l'époque, qui est général aujourd'hui, il est le chef d'état-major de l'armée, qui nous a arrêtés au terme d'une marche qui est partie, n'est-ce pas, d'Aqua, des sièges, de l'ancien siège du journal Le Messager, pour l'actuelle direction d'Orange Cameroun. On avait marché, on s'est arrêté à ce niveau, puis on a poursuivi la marche
jusqu'à l'immeuble des cages qui abrite le siège du journal La Détente, qui n'existe plus aujourd'hui. Là, la gendarmerie, tous les hommes en tenue, ils nous ont pourchassés. Ils ont lancé les gaz lacrymogènes pour nous faire sortir de cet immeuble. Nous sommes sortis. On a résisté pendant de bonnes heures, mais on est finalement sortis comme des rats parce qu'on ne pouvait plus respirer, parce qu'ils avaient balancé les gaz lacrymogènes dans tout l'immeuble. Ouais. Alors, on va évoluer. À partir des années 2000, il y a une multiplication des journaux, des titres qui naissent. On a Mutation, on a plein d'autres journaux, plein d'autres titres qui arrivent. Comment la nouvelle expression se comporte à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait eu une revision, par exemple, des stratégies pour tenir face à la concurrence qui arrive? Avant d'arriver à la résistance, aux stratégies par rapport à la concurrence dans la prolifération des titres, je voudrais dire, il y a eu un moment où il y a eu un temps fort important qui a marqué la presse pendant cette période des années de braise. Oui. La dévaluation du franc CFA, qui a été décidée à Dakar et dont le communiqué a été lu par le ministre des Finances du Cameroun de l'époque, Antoine Tsemi. La dévaluation du franc CFA. Les journaux se vendaient, avant la dévaluation du franc CFA, les journaux se vendaient à 200 francs. On vendait nos journaux à 200 francs. On publiait à 16 pages. On avait 16 pages. Dans les médias privés, 16 pages. Cameroun Tribune a toujours publié un peu plus de pages que nous. 20 pages, 24 et plus. Mais nous, on avait 16 pages qui coûtaient 200 francs. Mais à la dévaluation du franc CFA, tout a augmenté. Et ça devenait difficile pour les médias privés de continuer à apparaître avec 16 pages à 200 francs. On a dû augmenter les frais, on a dû le coût, le revenu. On s'est dit, avec 200 francs, on ne peut plus se permettre de publier 16 pages. On a maintenu un bon moment 16 pages, mais à 400 francs. En tenant compte de la convention de Florence, qu'on ne respecte pas, c'est-à-dire les intrants dans l'imprimerie qui auraient dû nous permettre d'acheter les papiers journaux, l'encre. Malheureusement, on ne respecte pas, on est obligé, on nous a contraints à payer les douanes. C'est tout ça qui nous a amené à augmenter à 400 francs le prix du journal. Ouais. Donc on ne s'en sortait pas. Les patrons de presse ne s'en sortaient pas. On ne pouvait pas continuer à vendre le journal à 200 francs. Donc c'est ça qui a fait qu'on augmente. On passe de 200 à 400 francs. Et on a même plus gardé le même tirage. On est passé de 16 pages à 8 pages, à 12 pages d'abord, et puis à 8 pages. Aujourd'hui, on est à 12 pages. C'est-à-dire, on est passé de 16 à 12 pages. Il y a eu une bonne période de 8 pages. On a essayé de s'adapter pour revenir à 12 pages. Avec le prix de 400 francs. Ouais. Donc, la presse, les patrons de presse, les entrepreneurs de presse, les journalistes ont beaucoup supporté. C'est-à-dire que ça a été très difficile. Et même les salaires, comme la question de la pénurie, la question de la précarité, on a beaucoup souffert dans cette période. On ne pouvait plus payer les salaires de manière consistante, les journalistes. À la limite, on a même procédé à des licenciements. Il y a eu des licenciements techniques, il y a eu des licenciements massifs. Ceux qui ne pouvaient pas toucher un salaire rabaissé décidaient de partir par eux-mêmes, ou alors on les faisait partir. Donc il y a eu des conséquences drastiques. Donc sur le premier événement, sur la dévaluation. Donc le premier moment qui fait mal à la presse, aux patrons de presse comme aux journalistes, c'est la dévaluation. Ouais. Et ça c'est très important. Le deuxième moment, c'est avec le bug, ce qu'on appelle le bug. L'informatique, l'arrivée de l'informatique, l'Internet, pardon. L'Internet, le numérique, dans les années 2000. Internet, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est le deuxième grand moment fort qui fait mal à la presse écrite. Très vite, les informations qui suivent sont déjà sur la presse, sont déjà sur les réseaux sociaux. Et nous, les quotidiens,
comme les hebdomadaires, on a souffert et on souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Les journaux ne se vendent plus comme avant. Beaucoup de patrons de presse ont mis la clé sous le paillasson parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Ils ne peuvent plus payer les journalistes. La plupart des quotidiens privés, je peux vous le dire, l'essentiel de la presse privée, les journalistes ont des arriérés de salaire. Beaucoup d'arriérés de salaire. C'est un fait. Lié en partie et grandement en partie à l'avènement des réseaux sociaux. Qui font en sorte que dès que les gars ont déjà l'information à travers les journaux en ligne, à travers tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, rares sont ceux qui achètent encore les journaux dans les kiosques. Ils lisent les titres, mais ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas. Et c'est comme ça que les quotidiens, beaucoup, les hebdomadaires et les quotidiens, il y en a beaucoup qui ont disparu dans la presse privée, qui ont disparu. Challenge Hebdo n'existe plus. Mais je dois dire que Challenge Hebdo n'existe plus parce qu'au départ, son patron avait dû vendre le titre. Vendre le titre à Fadil, qu'il a utilisé par un bon moment, et puis il l'a abandonné. Fadil avait également acheté Dicalo, qui était un journal créé par des anciens du Messager, dont Emmanuel Noumi Singakam et un autre qui est décédé, Thomas Eumanto, il est décédé. C'est les deux, ils étaient tous deux co-directeurs de publication, des anciens du Messager. Ils l'ont vendu également parce que ça n'allait pas. Mais Fadil qui l'a acheté l'a également abandonné. Aujourd'hui, les médias privés qui ont survécu sont le Messager, malgré la mort de son patron, puis Ndiaye, La Nouvelle Expression, Mutation, Le Jour, et à quelques autres titres qui viennent, qui se battent, qui essayent de résister. Mais je me demande pour combien de temps encore. Parce que les salaires, la régularité des salaires des journalistes de la presse écrite est devenue difficile. Et vous spécialement, comment vous pouvez décrire les problèmes que vous avez au quotidien dans votre journal? Des problèmes au quotidien. Les problèmes au quotidien, je fais référence à la lettre d'indignation que vous avez adressée au directeur de publication, je crois que c'était en 2019. Est-ce que ces problèmes, vous avez... je ne sais pas si vous vous souvenez bien de cette lettre. Il faut me rappeler laquelle. Alors, il y avait... C'était quel média? C'était La Nouvelle Expression. A écrit. Oui, vous avez... écrit au directeur de publication. Une lettre d'indignation où décrivait les conditions de travail, les conditions salariales, etc., etc. Donc, je vais dire, de votre point de vue, en rapport avec l'époque, quels sont les problèmes que vous avez au quotidien à la Nouvelle Expression? En fait, cette lettre dont vous parlez n'a jamais été publiée par les journalistes de la Nouvelle Expression. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment est-ce que cette lettre interne s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Je me pose, tous les journalistes de la Nouvelle Expression, se posent la question. Parce que c'est une question interne entre les employés, entre le personnel et son patron et son PDG. Nous nous posons toujours la question jusqu'aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais envoyé, publié, fait diffuser ce mémorandum, ce texte qui était adressé personnellement au patron, au directeur de publication. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième chose, c'est qu'entre-temps, il y a eu quelques améliorations. Mais à cause du fait que les journaux se vendent de moins en moins bien dans les kiosques. Deuxièmement, le principal distributeur des journaux a fait mis la clé sur le paillasson, Messa Presse, qui distribuait le mieux. C'était Messa Presse qui distribuait le mieux les journaux. Il avait une très belle expérience dans la distribution des journaux sur l'ensemble du territoire.
à travers, il utilisait tous les moyens possibles. L'avion, même pour les qui allaient même dans le Grand Nord, des véhicules, la voiture, et les bus et tout. Il y a eu un journal qui a eu une belle expérience dans la distribution, qui a marché pendant un bon moment. Malheureusement, ce journal a disparu. Challenge Hebdo a eu... Ils avaient également un deuxième titre qui s'appelait Le Quotidien. Et je rappelle, c'est véritablement le premier quotidien de la presse privée qu'on a eu dans ce pays. C'est un élément du groupe Challenge Hebdo. Ils avaient également un groupe à eux qui distribuait véritablement le journal sur l'ensemble du territoire national. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, ça n'a plus tenu la distribution à titre personnel. C'est-à-dire que dans leur cadre de leur groupe. Le Messager a essayé aussi, tout en étant à Messa Presse, d'avoir un circuit parallèle qui distribue en interne les journaux. Mais ça n'a toujours pas marché. Je regrette une chose au niveau de la distribution des journaux, parce que si les principaux promoteurs de la presse écrite, qui étaient Pius Ndiaye, le Messager, Séverin Tchonke, la Nouvelle Expression, et Benjamin Gébazé de Challenge Hebdo, s'ils avaient pu s'entendre sur deux choses, pour mettre sur pied une imprimerie qui pouvait imprimer tous leurs journaux, pour mettre sur pied une société de distribution des journaux et trouver le moyen de se partager, n'est-ce pas, les bénéfices et tout, je pense que la presse écrite aurait été plus forte et moins fragile, moins vulnérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Malheureusement, je dois le dire, il y a eu toujours des querelles de leadership. Comme il existe en politique, même dans la presse privée, même dans la presse écrite, il y a eu des querelles de leadership. Donc, ça n'a pas marché. Dans l'idée de mettre sur pied une imprimerie commune, ça n'a pas marché. Dans l'idée de mettre sur pied une société de distribution commune. Notre groupe, la Nouvelle Expression, a réussi à mettre sur pied une édition de presse, Edicom. Mais ça a fait son temps. Ça s'est arrêté. Nous sommes retournés. On était d'abord à Sopekam, mais nous sommes aujourd'hui à Makakos, dont nous dépendons également d'autres imprimeurs. Alors que nous avions pourtant notre maison d'édition, notre imprimerie, mais ça n'a pas duré parce que vous ne pouvez pas créer une imprimerie seulement pour votre propre journal. Il faut d'autres clients pour consolider la structure, l'entreprise. Et c'est ça, un côté que n'ont pas compris la plupart des directeurs de publication. Et aujourd'hui, la situation s'est aggravée, je l'ai dit, avec les journaux qui ne se vendent plus bien à cause des réseaux sociaux. Les gens n'achètent plus les journaux. Il y a des arriérés de salaire ici et là. C'est général, hein? Ce n'est pas un cas propre à la Nouvelle Expression, c'est général dans l'ensemble des titres de la presse privée. Cameroun Tribune s'en sort parce que c'est un journal de gouvernement, pro-gouvernemental. Ils sont payés directement par le gouvernement. Donc, jusqu'à un certain niveau, je n'ai pas le sentiment qu'ils ont un souci de rentabilité. Le gouvernement paye, leur donne des subventions. Publicité, et des publicités. Toutes les sociétés d'État font la publicité dans Cameroun Tribune. Parfois, on dit aujourd'hui, le vrai journal officiel n'existe pas, n'existe plus. Cameroun Tribune est considéré comme le journal officiel, alors qu'il n'est pas le journal officiel sur le plan légal. Est-ce que ça ne devrait pas pousser les opérateurs de la presse privée à réinventer le modèle économique, si tant est que l'État considère les médias privés comme des concurrents, puisque l'État a Cameroun Tribune et la CIA TV, ces médias sont perfusés par le gouvernement, par l'État, à travers même CIA TV a la redevance audiovisuelle. Les médias, les télévisions privées. Est-ce que ça ne devrait pas amener les entreprises de presse privée à réinventer leur modèle économique pour pouvoir s'en sortir? Vous indiquiez tout à l'heure que ces médias peuvent se réunir et créer une imprimerie pour limiter les charges, étant entendu que la convention les accords de Florence ne sont pas respectés. De votre point de vue, comment on peut faire pour viabiliser les entreprises de presse au Cameroun aujourd'hui? Les entreprises de presse privées qui sont dans la PK. Dans mon livre, je fais des propositions.
je vais rappeler une des propositions importantes, une mission même, dévolue à l'État. Parce que la presse, qu'elle soit privée, écrite ou audiovisuelle, a une mission de service public, de l'information. Parce que certains croient que c'est seulement la presse d'État qui a une mission de service public. Non, même les médias privés ont une mission de service public. Parce que la société, le peuple camerounais a droit à l'information. C'est une mission de service public. Donc, nous avons droit, nous aussi, à la subvention. Pas seulement à l'aide à la presse, ou ce qu'on appelle l'aide à la communication qui est dérisoire, dont le montant est dérisoire. Les pays qui l'ont compris, en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, ont des journaux de qualité qui subventionnent la presse. Je propose dans mon livre que la presse soit subventionnée. En Côte d'Ivoire, elle est subventionnée. Au Sénégal, elle est subventionnée. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, je crois qu'au Gabon également. Et en termes de milliards. Parce que c'est une mission de service public. Comme l'éducation, comme la santé. L'information, c'est une mission de service public. La presse il faut une loi qui porte subvention de la presse. Pour que en plus des médias publics qui sont déjà subventionnés, que même les médias privés soient aussi subventionnés. Quitte à ce que l'État exige des critères qui visent à s'assurer que les promoteurs des médias privés utilisent à bon escient l'argent de la subvention. Je ne sais pas si on se comprend. On vous dira que la ligne 94 finance certains médias aujourd'hui. La réalité, c'est que la ligne 94, on l'a vu, subventionne un certain média, un certain groupe de presse. Je vais le citer, le groupe Anecdote, Vision 4. Ils ont bénéficié plusieurs fois de cette ligne pour consolider, pour créer, consolider leurs médias. L'Anecdote, ils ont une radio, ils ont une télévision, ils ont même acheté un média en France qu'on appelle Télé Sud avec l'argent de l'État. Nous, au groupe La Nouvelle Expression, le quotidien La Nouvelle Expression, Radio Equinox, nous n'avons jamais bénéficié de cette ligne 94. Je ne connais pas un autre média privé qui a eu la chance ou l'occasion de bénéficier de la même ligne. C'est une injustice que nous dénonçons, que nous décrions. Parce que nous sommes citoyens d'un même pays. On ne peut pas accorder une chose pour les uns et ne pas l'accorder pour d'autres citoyens sur cette ligne-là. Nous proposons également une chose, en plus de la loi portant subvention des médias, qui doit être générale. Nous proposons également que ce qu'on appelle aujourd'hui la redevance audiovisuelle soit utilisée non seulement pour les médias d'État, mais également pour les médias privés qui ont pignon sur eux, c'est-à-dire qui ont fait la preuve de professionnalisme. Et nous, et qui sont constitués en véritable entreprise. Qui sont constitués en véritable entreprise. Et nous, au groupe La Nouvelle Expression, avec La Nouvelle Expression, Equinox Radio et Télévision, qui sommes, et je l'affirme, professionnels, nous devrions, au niveau de l'audiovisuel, bénéficier de la délivrance, des subventions. De la subvention qui est accordée à la CIATV, qui est l'argent des impôts des Camerounais. La redevance, c'est ça. La redevance audiovisuelle, elle doit être partagée aussi bien dans les médias d'État que dans les médias privés qui font la preuve de leur professionnalisme. Bon, voilà les deux propositions que je fais pour rendre les médias privés, pour consolider l'entreprise de presse dans les médias privés. Vous avez beaucoup parlé, oui, vous pouvez continuer. Je peux continuer, c'est qu'il faudrait aussi, comme ça s'est passé à un certain moment en France, je ne sais plus sous quel président, que ce ne soit plus seulement les médias d'État qui bénéficient des publicités des entreprises, des établissements publics, que les sociétés d'État puissent donner également la publicité
en particulier aux médias privés. Que ce ne soit plus seulement la CRTV et Cameroun Tribune qui bénéficient des publicités des sociétés d'État. Qu'une mesure soit prise par l'État lui-même pour que ces sociétés d'État ne discriminent plus, qui donnent également la publicité aux entreprises privées de communication, d'information, qui ont également un rôle de service, de mission de service public de l'information. Ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, vous avez beaucoup parlé du digital, du numérique tout à l'heure, en disant que ça a impacté considérablement sur les ventes. Ouais. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas renverser la situation, c'est-à-dire considérer les réseaux sociaux, Internet, comme une chance pour la rentabilité des entreprises de presse? Comment la nouvelle expression pense s'adapter à cette mutation digitale? Oui, nous y pensons. On a même commencé une expérience. Peut-être que c'est l'expérience qui n'a pas été heureuse. C'est-à-dire, à un moment donné, on a mis nos journaux sur Internet. C'est-à-dire que les Camerounais de diaspora pouvaient voir nos journaux, sauf que nous n'avions pas pensé à ouvrir le service d'abonnement. Ce qui fait que les gens pouvaient lire nos journaux, mais ils ne payaient pas. Et ça nous a beaucoup desservi. Nous avons constaté par la suite que les médias étrangers comme Le Monde, Figaro et tous les médias internationaux ont un service d'abonnement en ligne. Et nous y travaillons pour que la prochaine fois qu'on sera sur Internet, on aura des services qui intègrent celui de l'abonnement. C'est-à-dire que ceux qui nous lisent puissent payer en ligne. Oui. Ce qu'on ne fait pas encore. Et je pense que quand on le fera, ce sera une valeur ajoutée qui renforcera, n'est-ce pas, nos capacités sur le plan économique pour qu'on ne soit plus dans une situation difficile sur le plan des charges. C'est une mesure qu'on est en train de travailler là-dessus. On a même essayé à un moment donné avec un promoteur, mais malheureusement qui n'était pas honnête. C'est-à-dire un service sur Internet avec abonnement et tout. Mais on s'est rendu compte à la fin que ce qu'il nous reversait était inférieur à ce qu'il avait effectivement gagné. Ça, c'est e-kiosque? Je ne sais pas, je ne peux pas vous citer le nom de cette entreprise, mais on a été un peu berné. Maintenant, on voudrait que quand on va repartir sur Internet avec un service d'abonnement par ligne, que le promoteur soit honnête et qu'il puisse nous reverser ce qui nous revient et puisse gagner ce qui lui revient à lui aussi. Donc, voilà des mesures qu'on est en train d'envisager pour renforcer les manquements que l'on a par rapport aux réseaux sociaux. Alors, on va sortir de cet entretien avec une question sur les états généraux de la communication. D'après vous, est-ce que l'application de ces états généraux qui tardent jusqu'aujourd'hui pourrait améliorer les conditions de travail des journalistes? Et je voudrais également vous inviter à nous relater un peu le rôle du syndicat, parce que ayant lu quelque part le syndicat, le SNJC est né dans cette rédaction, oui. Et vous faisiez partie des membres fondateurs de ce mouvement syndical-là. Oui. Alors d'abord le syndicat et puis les états généraux de la communication. Comment le syndicat naît et quel est le regard que vous portez sur ce syndicat aujourd'hui? Est-ce que c'est encore l'esprit de départ? Est-ce que le syndicat tel qu'il fonctionne aujourd'hui est encore l'esprit originel? Vous qui avez créé ce syndicat au sein de cette rédaction. Je suis vraiment triste, très attristé par le fonctionnement actuel du syndicat. Depuis un certain nombre d'années, le syndicat n'est plus celui que nous avions créé et mis sur pied. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a été créé par des journalistes, la nouvelle expression. Et le journaliste qui a piloté le dossier, c'était Jean-Marc Sobot, qui est aujourd'hui au Canada. Nous l'avons accompagné, David Nou, il y avait moi et d'autres journalistes dans ce projet. Henriette Ekoué, et d'autres, qui a, dans ses débuts, certes,
connu les difficultés du début d'un syndicat, mais qui s'est renforcé et a été, jusqu'à un certain nombre d'années, le principal syndicat fort des journalistes au Cameroun, respecté. Parce que nous avons réussi, et ça, ce n'était pas facile, à faire en sorte que les journalistes des médias d'État et les journalistes de la presse privée se mettent ensemble, travaillent ensemble, dans la convivialité, dans la confraternité, luttant pour la même cause, le professionnalisme. On l'a réussi. On l'a réussi pendant plusieurs années. Il y avait vraiment cette convivialité, il y avait cette solidarité. Les causes des uns étaient partagées par les autres, c'est-à-dire que quand, même dans les médias d'État, un journaliste a des problèmes, le syndicat s'occupait de ce dossier jusqu'à amener la direction Achia TV à résoudre le problème de ce journaliste. Pareil dans les médias privés. Le syndicat agissait et parvenait à trouver des solutions. Mais depuis que le syndicat a été noyauté, infiltré, je ne vais pas citer de nom, par des journalistes qui sont militants de formation, d'une certaine formation politique, on a eu un syndicat qui a commencé à se fonctionner comme une église réveillée, avec un gourou et ses amis et des coquins qui n'étaient pas ouverts à la critique. La direction du syndicat n'était pas ouverte à la critique. Et le président de ce syndicat a fait beaucoup de mal au SNJC. Aujourd'hui, il est membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je ne vais pas le citer, vous le connaissez. C'est lui qui a totalement dévoyé, décrédibilisé le syndicat national des journalistes, infiltré politiquement, parce que non seulement il avait une casquette politique d'un parti politique qui s'appelle le Manidem, mais il était infiltré par le RDPC, par des pontes du régime, et ça a fragilisé et rendu vulnérable le SNJC, qui n'est plus qu'une coquille aujourd'hui. Nous essayons de nous battre pour redonner son honneur et sa crédibilité au SNJC, mais malheureusement après lui, le syndicat est dirigé par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là, parce que pour être membre du syndicat, il faut être journaliste. Ça fait partie des conditions dans le règlement intérieur, dont je suis un de ceux qui ont rédigé et réhabilité et révisé même le règlement intérieur du syndicat en tant que membre fondateur. La personne qui préside le syndicat, le SNJC aujourd'hui, n'est plus journaliste en fonction. C'est une dame qui a été journaliste dans le passé, à mutation. Un employeur qui préside... C'est un employeur qui préside le syndicat national des journalistes au Cameroun. Ce qui n'est pas normal. Elle doit être plutôt travailler dans un syndicat du patronat, pas dans un syndicat des journalistes. Donc voilà une autre épine. Une autre épine dans le syndicat après les autres problèmes que je vous ai posés dit et décriés, expliqués tout à l'heure. Parce que celui-là qui est parti, il a fait trop de mal parce qu'il a même mis entre parenthèses une structure importante d'un syndicat, le conseil. Le conseil syndical, qui est comme le conseil d'administration d'un syndicat. Il a décidé que ce conseil... Il a décidé que ce conseil ne va jamais fonctionner. Il n'a jamais fonctionné. Je ne sais même pas s'il est véritablement parti. Tout se passe comme si la nouvelle présidente est en réalité sa personne qui continue le travail de sabotage du syndicat pendant son absence. Donc le syndicat national des journalistes du Cameroun est en danger. Je vais évoquer la théorie du danger de l'entraîneur national des Lions indomptables du Cameroun, pour dire que le syndicat national, nous sommes conscients que le syndicat national du Cameroun, SNJC, est en danger. En temps normal, parce qu'on sait qu'on est en danger, ça devrait nous mettre à l'abri, d'après la théorie
du patron de la théorie du danger. Mais je suis très inquiet parce que même le fait que je sache que nous sommes en danger, qui devrait nous mettre à l'abri, parce que c'est celui qui ne sait pas qui est en danger, qui est en danger. Je n'ai pas la certitude que le fonctionnement du SNJC actuel va nous sortir de l'auberge. Donc je suis très inquiet. Je pense qu'il faut que les membres fondateurs, pour ceux qui exercent encore, comme David, nous et moi, et peut-être d'autres encore, de jeunes, de ceux qui sont arrivés après nous, de la nouvelle génération, il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement pour voir comment on peut faire en sorte que dans les années qui viennent, on est à la tête de ces syndicats, à la direction de ce syndicat, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui respectent vraiment les textes de ce syndicat et tous les idéaux qu'on a fixés à ce syndicat qui a donné vraiment des lettres de noblesse à ce métier. Parce que parmi les lettres de noblesse, parce que le SNJC a été au cœur de beaucoup d'actions dans l'évolution, dans la prise en compte des doléances de la presse au Cameroun. Je ne sais pas, vous devriez être au courant d'un document pour lequel le SNJC a beaucoup contribué. La convention collective des journalistes. Que devient donc cette convention? Cette convention qui n'est pas appliquée dans des dispositions essentielles. Comme en ce qui concerne notamment les grilles salariales. En ce qui concerne beaucoup d'autres aspects pour lesquels le SNJC a beaucoup lutté. Mais la direction actuelle, elle s'en fout. Elle est là pour ses intérêts personnels. La direction actuelle du SNJC, celle qui l'a précédée et celle actuelle, pour laquelle l'ancienne direction tire les ficelles. C'est la raison de mes inquiétudes. C'est pour cela que l'avenir du syndicat comme de la presse au Cameroun, notamment la presse écrite, nous interpelle, nous les anciens. Et nous interpelle d'autant que nous avons une nouvelle génération de journalistes qui n'est pas très cultivée, qui ne lit pas beaucoup, qui est plus préoccupée par le végétariat, par la facilité, par le gombo, par des choses qui n'étaient pas notre préoccupation à notre époque. Nous pensons que les journalistes doivent se remettre au travail, notamment ceux de cette génération, de la nouvelle génération, à une seule condition, qu'ils nous écoutent, nous les aînés, mais ils ne nous écoutent pas. Et je suis très inquiet pour l'avenir de la presse. Pas seulement la presse écrite, même la presse audiovisuelle. Parce que quand je vois ce qui se fait dans les médias audiovisuels, privés comme publics aujourd'hui, quand je vois la manière dont les journalistes exercent leur métier dans la presse écrite, privée comme officielle, médias audiovisuels, privés comme officiels, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Les mêmes reproches que j'ai fait tout à l'heure pour la presse écrite, c'est les mêmes également. C'est même plus grave dans l'audiovisuel. Je pense que dans la presse écrite, il y a plus d'efforts qui sont faits par les journalistes que ceux de l'audiovisuel. Ceux de l'audiovisuel sont plus paresseux. Je dis bien paresseux, moins travailleurs que ceux de la presse écrite. Ils font plus d'efforts encore. Les efforts que je trouve insuffisants. Mais il dit que ces efforts insuffisants, au niveau de l'audiovisuel, c'est plus grave. C'est même à certains moments de l'irrationnel. Parce que j'ai la chance, non seulement d'avoir été pendant longtemps dans la presse écrite, mais également depuis un certain nombre d'années, depuis la création de la radio Equinox et de la télévision Equinox, d'être dans l'audiovisuel aussi, dans les faits. Parce qu'à l'ESTIC, j'ai fait la presse écrite principalement, mais on m'a formé pendant la spécialisation à être un journaliste polyvalent, radio et télévision également. À Manmana, que tu vois, on a de la même promotion, on a démarré par la presse écrite, mais on nous a formés également en radio et en télévision. Donc, nous avons notre mot à dire en matière de radio et en matière de télévision. Et ce regret que je formule, je te l'avoue, c'est la main sur le cœur, comme diraient certains acteurs politiques que je le dis.
Parce que si très vite, si les journalistes, notamment les jeunes journalistes, ne se remettent pas au travail, ne se cultivent pas, ne lisent pas, ne font pas des enquêtes, ne font pas de grands reportages, n'écoutent pas leurs aînés, la qualité de la presse au Cameroun va se dégrader davantage et davantage. Et nous aurons de plus en plus une presse de piètre qualité. Je dis écrite comme audiovisuelle. Est-ce que les États généraux, les résolutions des États généraux de la communication ne peuvent pas contribuer justement à améliorer cela, ou éviter que les jeunes journalistes travaillent comme si ils n'ont jamais été à l'école de formation, ou bien comme ils n'ont pas été formés par des aînés. Est-ce que pour vous, les États généraux de la communication peuvent jouer un rôle dans l'amélioration du traitement journalistique par des jeunes générations aujourd'hui, notamment la question de l'identité du journaliste, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui entrent dans la profession. Il y a des gens qui entrent le matin et ressortent le lendemain. Et parmi ceux-là, il y a le patron du groupe Anecdote. C'est un autre aventurier. Non, je le dis et je l'assume. C'est un autre aventurier. C'est vrai qu'il a un journal qui s'appelle L'Anecdote, mais j'ai vu naître son journal. Et je sais qui il est. Il n'a pas le profil de l'emploi. Et il n'a fait aucun effort. Vous savez, on peut entrer dans la presse même sans diplôme. Mais vous évoluez, vous vous cultivez, vous faites des stages, vous vous formez et vous devenez un grand journaliste. La preuve, il y a beaucoup de grands journalistes dans l'histoire qui n'ont jamais fait de grandes écoles. Hubert Boeuf-Méry, Le Monde, pour regarder à l'étranger. On a eu Jean-Baptiste Sipa. Mais lui, il s'est recyclé, il s'est beaucoup formé. Il y a Pius Ndiawe, qui n'a pas fait des études secondaires formelles. Il faisait le cours du soir pour le secondaire. Il a fait l'école primaire, son secondaire c'était le cours du soir. Je le dis en présence de quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec lui, Joseph Mbappé. Il a beaucoup travaillé au Messager. Pendant longtemps, c'était le monteur du Messager. Il nous donne un coup de main ici, à la Nouvelle Expression. Alors, vous êtes très inquiet pour l'avenir de la presse au Cameroun. Est-ce que je n'ai pas terminé sur l'identité du journaliste. Je disais que même si on n'a pas de diplôme, on peut faire des efforts et travailler et devenir un grand journaliste. Mais nous constatons que ceux-là même qui entrent sans diplôme ou avec des petits diplômes se comportent comme des voyous. C'est vrai, même ceux qui ont des diplômes ne sont pas forcément des modèles, y compris ceux qui ont fait les sticks. Ne sont pas forcément des modèles à cause du phénomène qu'on appelle le gombo. Et je puis vous le dire. Chaque journaliste a son homme d'affaires, son homme politique. Et en particulier les journalistes des médias d'État. Des médias d'État. Parce que la naissance du gombo, il faut que vous le sachiez. Ça a même fait l'objet d'un mémoire à l'ESTIC. Il faut fouiller. J'ai oublié l'auteur de ce mémoire. La naissance du gombo. Les premiers à manger le gombo, c'est les journalistes des médias d'État. Notamment de la CTV, qui est devenue CRTV. L'expression est partie de là. Tant qu'il n'y a pas le gombo, il n'y a rien. On ne fait pas le papier. Le gombo, là, qui est en réalité un produit qui glisse, un condiment de la sauce, donc est devenu, en réalité, plus tard, l'argent qui conditionne la publication, la diffusion d'un article. Et ça fait beaucoup de mal dans le métier. Il y a des lois. Il y a une loi sur l'identité du journaliste. Sur l'identification journaliste. C'est parce que les gens n'en parlent pas. Qui reste en vigueur. Qui date des années 90. Je vais te donner le contenu de cette loi. Qui est très clair. Et qui n'a pas changé. Qui dit que quand vous avez fait des études supérieures, si vous avez une licence, quel que soit le domaine, vous devez exercer et prouver que vous avez exercé pendant 2 ans dans un média. Même si c'est plusieurs médias, mais la preuve que vous avez exercé pendant 2 ans pour qu'on vous confère le titre de journaliste. Licence plus 2 ans d'exercice. Quand vous avez un baccalauréat, vous devez exercer
concrètement, pendant 4 ans au moins, le métier de journaliste dans des médias connus, avec preuve. Si c'est la radio, c'est la télévision, la presse écrite, on a la preuve. Vous avez exercé 4 ans, vous devenez journaliste à le bac. Maintenant, si vous n'avez pas le bac, la loi dit il faut avoir exercé pendant 6 ans. 6 ans. Avec preuve. Si vous n'avez pas le bac, vous avez les preuves que vous avez exercé pendant au moins 6 ans. On vous confère le titre de journaliste. Nous avons la chance aujourd'hui. J'ai dit nous. Quand je dis nous, ce n'est pas moi. C'est l'ensemble des journalistes camerounais. Il y a une commission de délivrance de la carte de presse. Cette loi est utilisée pour savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. C'est vrai que c'est Séverin Tchouk qui est président de la commission de la carte de presse. Mais je vais vous dire une chose. Il ne fait pas de différence entre son groupe et les autres médias. Il applique les critères de la loi pour savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, il applique ces critères-là. Et ces critères-là sont en vigueur. Ça n'a jamais changé. Vous n'avez pas de diplôme. Exercez 6 ans. Vous prouvez que vous avez exercé pendant 6 ans. Donc c'est ça. Donc, il y en a qui ont exercé pendant même plus de 6 ans, mais qui n'ont pas le comportement d'un journaliste, qui sont des bandits, des voyous, des voleurs, des détourneurs de fonds publics. Je ne veux pas citer d'autres noms. Alors, vous êtes très inquiet pour l'avenir de la presse camerounaise. Vous avez parlé du SNJC qui est complètement dévoyé. Oui, qui est dévoyé. Est-ce que vous, les anciens, est-ce que vous ne pouvez pas travailler à mettre sur pied un ordre des journalistes, l'ordre des journalistes, comme il y a l'ordre des médecins, pour régulariser pour réguler un certain nombre de manquements et suivre chaque journaliste et résoudre un certain type de problème que vous observez au SNJC? Je dois dire qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a eu des projets qui ont existé même. Il y a des projets qui ont existé, créés par des journalistes dans ce sens-là. Il y a par exemple l'Union des journalistes du Cameroun, dont je suis membre fondateur moi aussi, qui date d'octobre 1996, qui a fonctionné un moment, mais qui est entré dans la léthargie. L'UJC, l'Union des journalistes du Cameroun. Ça a fonctionné un moment, puis c'est tombé dans la léthargie, qui était censé rassembler, et ça a rassemblé au départ tous les journalistes du Cameroun, médias privés, journalistes des médias privés, journalistes des médias officiels. Mais c'est tombé dans la léthargie à cause de divisions et de beaucoup d'autres types de problèmes. On a eu le Conseil camerounais des médias, qui a également fonctionné un moment, mais faute de moyens et de querelles peut-être internes, de leadership et autres, mais surtout parce qu'il n'y avait pas de moyens. Le nœud de la guerre, c'est les moyens. Il y a les cotisations. Tout le monde ne cotise pas. Il n'y a pas de siège. Ça ne permet pas vraiment à la structure de perdurer. L'UJC n'a pas marché. Le Conseil camerounais des médias n'a pas marché. Vous me parlez d'un autre. Bon, entre-temps, il y a eu des syndicats, notamment, il y a eu l'OCALIP, Organisation camerounaise de la liberté de la presse, qui a rassemblé des patrons de presse à l'époque de Ndiaye, dans les années 91 et quelques années après, pendant les années après, qui rassemblait des patrons de presse et qui visait vraiment à réfléchir sur les conditions des médias au Cameroun, comment renforcer l'entreprise de presse, comment se battre pour qu'il y ait plus de liberté de presse au Cameroun. Ça a fonctionné un temps et puis ça a disparu. C'était dirigé par Ndiaye. Aujourd'hui, il y a, pour les patrons de presse, Edipresse, les éditeurs de presse, qui sont les patrons de presse. C'est Aman Mana qui est aujourd'hui le patron de cette structure. Ça fonctionne, comme on peut le voir. On l'a vu, il est actif dans l'affaire Martinez-Zogo. Mais je me demande pour combien de temps ces patrons de presse vont rester solidaires et travailler main dans la main pour que les choses marchent bien. Mais là, c'est pour les patrons de presse. L'ordre, c'est pour les journalistes. L'idée a circulé, ça ne date pas d'aujourd'hui de créer un ordre des journalistes. Mais les journalistes eux-mêmes, nous-mêmes, on s'est dit, l'ordre c'est pour les avocats, l'ordre c'est pour les pharmaciens. On n'a pas été habitué à la notion d'ordre pour les journalistes. Et nous n'avons pas un référent.
un référent d'ordre des journalistes en France ou dans quelques autres pays. C'est la principale raison pour laquelle il n'y a pas un ordre des journalistes au Cameroun, parce qu'on n'a pas vu un autre ordre quelque part fonctionner. On préfère rester soit dans les syndicats, soit dans les associations qui sont sectorielles. Parce que l'UJC, c'était une association fédérative qui devait fédérer l'ensemble des associations des journalistes devaient rentrer dans l'UJC. C'était le but de l'UJC. C'est-à-dire que les associations qui s'occupent des journalistes politiques, culturels, santé, tout ça c'était pour être membre de l'UJC. Donc l'UJC avait l'avantage dans sa constitution de rassembler non seulement les journalistes à titre individuel, mais les journalistes en tant qu'association. Mais elle a échoué. Un ordre aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons encore rester plombés à cause de l'expression ordre des journalistes qu'on n'a pas vu ailleurs. Je ne sais pas si ça existe en France, parce que je sais qu'il y a des syndicats de journalistes là-bas, il y a des associations. Peut-être que si ça naît quelque part dans les pays occidentaux, on va dire, oh, si nous aussi on va faire un ordre. Mais en même temps, je me pose la question suivante. Est-ce qu'en tant qu'ordre des journalistes, on serait plus efficace qu'un syndicat des journalistes? Ma réponse est cinglante, non. Je pense que si on veut être plus efficace, on doit rester un syndicat. Parce que historiquement, dans ce pays, c'est le syndicat qui a permis l'évolution sociopolitique du Cameroun. C'est les premiers syndicalistes camerounais qui ont créé l'UPC, parmi lesquels Oumyobé, qui ont fait avancer ce pays dans les luttes pour la liberté, pour l'indépendance et la réunification. Donc si nous voulons être des journalistes qui veulent que l'entreprise de presse, le média et que la profession puisse évoluer, c'est à travers le syndicat. Mais il nous faut des hommes capables de diriger des syndicats en respectant les règles syndicales et non des personnes phagocytées, infiltrées, noyautées, qui viennent détruire le syndicat. Alors, Edmond, est-ce qu'il y a une dernière précision sur la question de la précarité, le management des médias général au Cameroun, pour qu'on sorte de cet entretien? Un dernier mot. Oui, si j'ai un dernier mot, c'est pour la postérité. Ouais. C'est-à-dire pour ceux qui vont exercer ce métier après moi, quand je vais prendre ma retraite. Encore que vous savez que dans ce métier, on exerce jusqu'à la mort. C'est-à-dire que même quand vous êtes en retraite officielle, vous êtes toujours journaliste. On peut vous solliciter pour faire telle enquête, tel papier et autres. C'est une profession libérale, comme les médecins et comme les avocats, comme toutes les autres professions. Personnellement, j'entends, même si demain je suis en retraite de la nouvelle institution, exercer le métier chaque fois que je suis sollicité, parce que c'est une profession libérale. Bon, maintenant, la question que tu poses, je suis inquiet, j'exprime à nouveau mon inquiétude par rapport à l'avenir, comme je parle de la postérité. Je m'adresse aux jeunes journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision au Cameroun. Je leur demande de bien se former, de bien se recycler, de se cultiver. Culture générale, culture scientifique. C'est-à-dire ne pas hésiter, même pendant que vous exercez le métier, de rentrer à l'école, même si c'est le cours du soir, de rentrer à l'université, de vous spécialiser, aussi bien théoriquement que sur le plan pratique, dans un domaine d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la santé, l'économie, la diplomatie. Il y a plusieurs domaines dans lesquels les gens peuvent se spécialiser. Plus on s'est spécialisé, plus on est meilleur, plus on est utile à sa société. Moi, je veux vous parler de moi. Quand je le dis, je prends l'exemple sur moi-même. Je suis journaliste qui a été formé à l'ESTIC, mais j'ai rappelé que j'ai commencé par exercer sur le tas avant d'aller à l'école me spécialiser. Ma spécialisation en réalité, c'est les sciences de la santé et l'environnement. Je suis sûr que très peu de gens
m'ont entendu parler ou lu mes articles en environnement et en santé. Je l'ai fait pendant les années de Braise. Mais ce que la prédominance de mes papiers que les gens ont retenu sont mes papiers politiques. Sont mes papiers juridiques. Parce que j'ai d'autres casquettes. Je suis juriste. J'ai fait la faculté de droit et sciences économiques. Je suis juriste. De la promotion, parmi mes camarades, j'aime souvent citer mes camarades. Vous savez, méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils ont fait l'université et qui sont incapables de citer des camarades de classe. Il faut douter. Les camarades de promotion, il faut douter. Je cite une camarade de classe célèbre qui a eu la licence en droit public comme moi en juin 90. Hermine Patricia Tomaino Joya. On a eu la licence en droit à la même promotion en juin 90. C'est une femme brillante. Il ne faut pas que des gens croient qu'elle est députée aujourd'hui parce qu'elle était la femme de Dame Joya. Elle était capable de devenir députée parce qu'elle était brillante depuis l'université. Elle a une maîtrise en droit public. Moi, j'ai fait droit, la faculté de droit, j'ai fait l'ESTIC, j'ai également fait lyrique. J'ai eu d'autres parchemins là-bas, sur lesquels je ne reviens pas, parce que pour moi, le diplôme n'est pas le plus important. C'est qu'il faut se former de telle sorte que quand tu es spécialisé, quand on te sollicite pour faire un travail, soit en termes comme consultant ou comme journaliste, tu sois capable de donner le meilleur de toi-même à celui qui t'a consulté et qui à la fin se disent que ça c'est un bon journaliste. C'est ça que je veux que les journalistes camerounais demain soient. C'est-à-dire de très bons journalistes, bien formés, mais qui ne s'arrêtent pas à leur formation initiale de journalistes généraux, qui se spécialisent dans un domaine, qui poursuivent dans ce domaine. Si c'est possible, qu'ils fassent même une autre formation parallèle. Ça va les aider à être toujours meilleurs. C'est le conseil que je donne. Je préfère parler aux jeunes journalistes d'aujourd'hui et de demain. Formez-vous, écoutez les aînés. Ne les méprisez pas, même si vous pensez que leur époque est passée. Ils ont beaucoup de choses à dire. Parce que ce que le jeune voit debout, le vieux le voit assis. Je suis assis. Et ce que je dis, c'est des choses que j'ai vécues comme témoin dans l'exercice du métier de journaliste de 87 à ce jour. Je suis encore en fonction. Ça fait 35 ans que j'exerce le métier de journaliste. Et je ne suis pas prêt à raccrocher. Et je vous l'ai dit, même dans ma retraite, je vais exercer si je suis sollicité. On exerce jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cet entretien. Ouais. Merci. C'était un plaisir. Et j'encourage les gens à faire des études, à faire la recherche comme tu fais là. Et puis aussi, pour organiser la fête, je crois qu'il faut désormais conditionner, mettre des conditions pour être un directeur de publication. Oui, parce que pour être directeur de publication. Oui, parce que c'est très facile, il faut être directeur de publication. Oui, il faut faire même l'enquête de moralité. Oui, parce que sinon on n'a pas ici l'enquête de moralité. Parce que les gens ne savent même pas. On n'aurait pas eu d'un Amougou Méliga comme directeur de publication s'il y avait enquête de moralité. Il faut. Dans les propositions que tu peux formuler, l'enquête de moralité, ça n'existe pas. C'est comme ça, la loi de 90, c'est devenu une béance comme ça. Oui. Chacun un tout vient, un tout va. C'est-à-dire revoir un peu la loi de. Oui. Un peu la Il faut loi. réviser la loi de 90 sur la liberté conçue. Oui. Ça a été revu en 96. En 96. En 96. Voilà, j'avais oublié de te dire, parce que j'avais pas la censure. Qui existe, l'article 14 portait sur la censure, la loi de 90, du 19 décembre 1990, la loi numéro 90, barre 052, du 19 décembre 1990 portant liberté de communication sociale, portait sur l'abolition de la censure. Censure a priori, censure a posteriori. Nous, on a marché, on nous a fessé, on nous a torturés même, mais on a obtenu gain de cause. Il y a une loi qui est sortie le 4 janvier 1996 qui modifie et complète la loi de 1990. L'article 4, la censure a été abolie. Ça, c'est une de nos grandes victoires. L'abolition de la censure. Disons que le combat pour la censure n'était pas seulement la marche. Oui. On a eu des combats, combats de procédure. Oui. Même de procédure. Ça, c'était